Bonsoir à tous, bonsoir, bonsoir pour ce premier webinaire de questions-réponses 2023. Bienvenue à vous, belle année, au nom de toute l'équipe Vivo Vojo Dynamica, on vous transmet nos meilleurs vœux et également d'avoir les outils, les clés pour être acteur de cette nouvelle année et faire en sorte que cette nouvelle année se passe de la plus belle des manières, de la plus belle des façons. Ce soir, nous avons un auteur, un invité qui nous fait l'immense honneur d'être avec nous ce soir et je vais vous expliquer pourquoi. Il s'agit d'Ekarshi Sarvaatma Mitra. Bonsoir Ekarshi. Bonsoir Mathilde, bonsoir tout le monde. Merci infiniment Ekarshi d'être avec nous ce soir. Ekarshi est actuellement en Inde. Donc, il est en direct depuis le centre de formation qu'il a créé. Et donc, Ekarshi, actuellement, redis-nous l'heure qu'il est. Il est 1h30 du matin. Voilà. Il est 1h30 du matin. Donc, merci à toi, Ekarshi, d'avoir pris ce temps. Tu encadres un groupe en plus en ce moment qui vient dans ce centre-là. Donc, demain matin, il y a yoga et méditation tôt. Donc, il y aura une petite nuit pour toi. Donc, merci beaucoup de nous... de partager avec nous ce moment et de nous faire l'honneur de faire ce premier webinaire avec nous ce soir et de répondre à toutes les questions sur l'Ayurveda. Merci beaucoup. Alors, je vous lis. Coucou André, merci. Coucou Franck, coucou Joël, coucou Françoise, coucou Patricia. Merci beaucoup pour vos messages. Les dynamiqueurs, Patricia, mais oui. Excellente et merveilleuse 2023, merci à vous. Merci Véronique, coucou Véronique. Voilà, les habitués qui sont là, bonsoir à vous. Merci de passer ce moment tous ensemble. N'hésitez pas à nous mettre des petits mots. C'est les autres qui sont connectés et les plus timides. Donc, coucou à vous. Voilà, une merveilleuse soirée à vous. Alors, on va passer ce moment ensemble. Je rappelle pour nos dynamiqueurs, parce que c'est le terme que nos dynamiqueurs se sont nommés en fait. Donc, c'est Patricia qui nous a appelés comme ça, les dynamiqueurs. Donc, on aime beaucoup. Donc, on le garde. Donc, je rappelle nos dynamiqueurs qui ont pu peut-être te voir dans un dossier pas un dossier, dans un webinaire, une formation que tu as proposée sur Vivo Vojo, Samkhya, de la conscience vers l'éveil, que tu as proposé il y a un petit mois. Donc, peut-être que vous avez pu voir Ekarshi dans ce cadre-là. Sinon, je rappelle que tu es un disciple de la lignée de Guru Narayana dans la tradition Advaita Vedanta, que tu es également un disciple direct de Guru Nitya Chaitanya Yati, que tu es Karma Yogi, et que tu es le fondateur de Maitri Mandir en Inde, où tu te trouves actuellement, et de l'académie Gaia Healer à Decazeville. Est-ce que tu peux rajouter quelque chose? Non, c'est bon, c'est parfait. Et je suis en Inde 6 mois et 6 mois en France. Voilà, j'alterne ma vie entre la France et l'Inde. Oui. Voilà, donc du coup, tu répartis ton temps dans tes 2 centres de formation. Oui. Lors de ce webinaire sur la philosophie du yoga quelque part et le Samkhya, tu avais expliqué ce qu'était le karma yogi. Peut-être que vous n'avez pas pu assister à ce webinaire-là. Est-ce que tu peux nous redéfinir un petit peu ce qu'est un karma yogi, s'il te plaît? D'abord, bonne année à vous tous. Je suis très heureux d'être avec vous et aussi partager ce temps sur yoga et Ayurveda. Donc, la première question, c'est Karma Yoga. Je me définis comme Karma Yoga parce que toutes les personnes souhaitent être comment on dit, modèle, ou toutes les personnes qui veulent qu'il y a un changement dans le monde. C'est Karma Yoga, c'est le facteur ou le déclencheur d'un changement positif dans le monde. Karma Yoga, c'est, je dirais, le summum de toutes les pratiques de yoga.
par exemple, quelqu'un qui pratique le yoga physique, ça va nous conduire vers un éveil de la conscience, mais cet éveil de la conscience doit traduire dans une action concrète. Oui. Et seulement là que ça devient profitable pour soi et pour les autres. Donc, moi, je suis très engagé dans l'activité, dans la société, dans le village, pour venir en aide pour des personnes qui sont en difficulté, dans les précarités, et aussi écologiquement, donc très actif. Donc, c'est là que je parle de recyclage. Donc, moi, il y a beaucoup de déchets et donc nous cherchons à recycler toute forme de déchets. Donc, Karma Yogi, c'est lui qui agit sans motivation. Action sans motivation. Et agir pour que l'action nous conduise à la délivrance. D'accord. C'est ça le Karma Yoga. Karma Yogi, c'est une personne qui travaille sans relâche, sans chercher aucune sorte de récompense, agit comme il faut agir pour que l'action nous conduise à la délivrance. Et au cœur de l'action, on garde nos cœurs de tout attachement. C'est ça le Karma Yoga. D'accord. Dans quelques mots. Après, bien sûr, on peut passer oui. à développer. Mais c'était bien de le redéfinir parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément l'idée bien claire, bien en tête, surtout voilà, en Occident, de ce que peut être le karma yoga. Donc, merci pour ces précisions. Écoute, avant on va rentrer dans le sujet, mais déjà, tu parlais de yoga. Oui. Est-ce que déjà, un peu en introduction, parce qu'on l'a bien vu, le yoga, enfin l'Ayurveda, pardon, on a bien compris avec ton dossier qu'on dit médecine ancestrale. Bien sûr, c'est une médecine ancestrale, mais c'est bien au-delà, en fait, d'une médecine pure. Ça a une vision, une sphère beaucoup plus holistique, beaucoup plus large. Tu parlais du yoga. Est-ce que tu pourrais nous expliquer le lien entre le yoga précisément et l'Ayurveda, s'il te plaît? En fait, c'est une longue histoire. Il y a deux formes de pratiques dans le monde. Il y a des gens qui aiment le créateur qui est à l'extérieur du monde. Après, il y a des gens qui adorent la nature. Donc, moi, je viens d'un monde où la nature est considérée comme sacrée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le créateur, la création, il n'y a pas de séparation. C'est comme les vagues et l'eau qui sont intimement liées. Le monde et le principe qui a fait naître le monde ne sont pas séparés, c'est tout le temps présent. Donc, un individu qui s'ouvre à ça, il va ressentir le lien intime avec la nature. Il ne va pas chercher à quitter notre existence pour un autre vie ailleurs, dans un autre espace. Donc, les autochtones en Inde avaient cette connexion. Donc, pour eux, c'est l'Himalaya, les Ganges, les serpents, les animaux, tout est sacré, pas seulement les vaches, hein, tout est sacré. Et quand on a eu l'invasion des Aryens qui venaient de l'extérieur, qui venaient avec une idée de Dieu qui est dans le ciel, qui nous regarde, qui nous juge, qui nous récompense, qui nous punit. Et dans cette interaction, il y a eu un mouvement qui est assez fantastique et ils ont compris par le contact avec les autochtones, le Dieu existe seulement si nous sommes là. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire notre place où le témoin, l'individu, est indispensable pour qu'il y ait un autre principe qui existe. Le monde existe parce que je regarde. Donc, l'importance de l'individu et le monde sont mis égales. Donc, la réalisation de soi, ou le chemin spirituel, ou le yoga, c'est
pour conduire l'individu vers cette prise de conscience qu'il est, il est interdépendant, il est inséparable du reste du monde. Alors ça, c'est le yoga. Mais à travers ça, on va comprendre que si j'ai un problème, une partie de mon corps, une autre partie de mon corps qui va venir en aide. Imagine, j'ai un mal au genou, aussitôt les mains qui viennent pour soigner nous-mêmes. Ainsi qu'on peut imaginer que si un individu est malade, la nature va proposer une plante ou quelque chose qui va être près de lui pour le soigner. Par exemple, il y a un serpent qui vit ici et le remède des morsures de serpent, c'est exactement l'endroit où le serpent vit. C'est-à-dire, il y a une connexion très, très étroite entre chaque espèce et son environnement. Donc, à partir de ce moment-là, qu'on peut imaginer que là où on est, l'environnement, notre environnement est là pour nous aider. Donc, tout ce que nous avons besoin est déjà dans la proximité. Donc, à travers ça, cette prise de conscience qui a guidé à la recherche des remèdes autour de nous. Donc, les autochtones et le peuple qui vivait ici développaient cette connaissance des plantes. Mais par contre, les Aryens qui venaient avec langage sanskrit qui s'est développé ici, et ils sont devenus des concurrents, ils sont devenus l'autorité parce qu'ils ont conquis le pays. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris toutes les connaissances et ils ont ajouté leurs Védas. Par exemple, les Aryens, ils ont écrit 4 Védas, Rig Veda, Sama Veda, Atharva Veda, Yajur Veda, et ils ont ajouté un autre Veda. Veda, ça veut dire connaissance. Voilà, j'allais te poser la question. Ayurveda a été ajouté, mais par contre, l'origine, c'est Siddha médecine. C'est toujours présent, mais très peu connu. Siddha médecine. Tu peux redonner le nom de l'origine? C'est Siddha médecine. Peut-être je peux écrire. Oui, tu peux. Type your comment, juste en bas. Tout en bas du chat. Tu vois, il y a marqué to everybody. Comme ça, je vous gratifie de mon accent anglais magnifique. Et dans type your comment, tu peux mettre un mot. Est-ce que c'est arrivé? Ah, tu l'as mis là-bas en haut. Tu l'as mis. Ben, c'est pas grave. Écoute, on l'aura. Ça sera le sticky message. Vous l'avez en haut, en fait. Tout en haut. Voilà. Ben, c'est tout. Ça sera un peu le thème de la soirée. Voilà, super. En bas. Oui, ok. Ouais. Super, voilà. Siddha médecine, Siddha. Donc, Siddha, ça veut dire c'est un individu qui est accompli, c'est un yogi. Donc, la médecine est inventée par les yogis. Donc, Ayurveda, ça vient de yoga. Voilà. Après, les objectifs sont différents. Ayurveda, c'est pour aider une personne qui est malade pour redevenir normale. Mm-hmm. Mais le yoga, c'est pour aider une personne qui est normale aller au-delà de la santé, c'est-à-dire l'accomplissement spirituel. Oui. Très bien. Donc, les deux sont main dans la main. Exactement. Et c'est l'accompagnement. Très bien. Bah, écoute, merci pour ces petites explications. Et alors là, je pose un peu mes questions ce soir. On continue avec les votes, très promis. Hein. Mais quand on s'est rencontrés pour le tournage de ce dossier, tu arborais de très belles, de très beaux tissus. Je ne sais pas s'il y a un mot particulier. Orange. À un moment, on m'a fait un très joli cadeau cette fin d'année, donc voilà que je porte avec bonheur ce soir. Et je voulais en même temps te faire honneur à toi aussi, parce que voilà, je sais que tu portes ces couleurs-là. Y a-t-il une symbolique dans l'Ayurveda ou en Inde peut-être sur cette couleur orangée? Peut-être en ce moment, tout le monde parle de la décroissance volontaire. Ça, c'est le mot qui parle le plus juste par rapport à cette pratique. C'est-à-dire, au début de notre vie, on veut avoir, on veut gagner, on veut grandir.
Mais ce course pour posséder va arriver à un niveau de saturation où toute possession commence à nous peser. C'est-à-dire, à un moment donné, il y a une saturation qu'on comprend en fait la simplicité, c'est beaucoup plus intéressant que être encombré de plein de choses, l'argent, la richesse, de toutes sortes de possessions. Et là, on va commencer à faire un chemin à l'envers. Ça, c'est la décroissance volontaire au renoncement. Donc, quelqu'un qui cherche des valeurs qui sont plus subtiles, plus nobles, plus élevées. Et donc, ça, c'est un mouvement qui doit se faire automatiquement. Par exemple, en automne, les couleurs des feuilles changent. Et c'est pareil. Donc, un individu, quand il arrive à certaines saturations et qu'il commence à sentir, voilà, j'avais fait le tour de la question et je suis un peu beaucoup expérimenté tout ce qu'on peut vivre dans ce monde-là à travers des expériences sensorielles. Et là, maintenant, on cherche quelque chose de plus élevé qui est rien d'autre que la liberté. Donc, c'est lui qui cherche la liberté de l'âme. On appelle moksha, la libération. Quand on souhaite vivre la libération de l'être, on cherche à simplifier notre vie de plus en plus. Et pour identifier des gens comme ça, c'est-à-dire ils sont plus dans le monde des concurrences et avoir plus et dans le bataille. Ils sont plutôt comme c'est des gens qui descendent des montagnes, pas celui qui monte. Donc c'est pour les identifier. Donc on appelle des sannyas, des personnes qui veulent vivre une vie simple et consacrer leur énergie pour l'éveil spirituel. Donc, ça signifie qu'un individu qui investit son temps à lui-même, il s'investit sur lui. Donc, c'est lui qui travaille sur soi. Donc, ça, c'est la façon en Occident, on dit on travaille sur soi, mais c'est un chemin de l'éveil. D'accord. Bon, bah, merci pour l'explication et la symbolique de cette couleur. Bah, j'aimais déjà beaucoup ce joli cadeau. Bah, je l'aime d'autant plus avec ton explication aujourd'hui. Merci beaucoup, Ekarchi. Bon, ça y est, je passe à vos questions. Ça y est, j'évacue les miennes et je passe aux vôtres. Alors, je vous propose de démarrer tout de suite. Ekarchi te propose de démarrer avec les 2 questions. On a reçu 2 questions sur le forum. On a reçu 4 questions par mail. Je vous invite vraiment, je ne sais pas si vous êtes là, les personnes qui nous ont écrit par mail, mais je vous invite vraiment à laisser sur le forum. Comme ça, tout le monde peut les lire et voilà, on peut voir les questions qui vont être… tout le monde peut voir les questions qui vont être abordées. Donc, nous commençons avec Véronique. Bonjour à tous, je vous souhaite une très bonne et heureuse année 2023, riche de beau, de bien et de bon. Merci une nouvelle fois, Véronique. Je me suis rendu compte tout au long de ce dossier très intéressant que Dynamica est mon Ayurveda. Connaissance physique, physiologique, spirituelle, de la joie, une prise de conscience de l'individu, un univers dans son environnement. Merci beaucoup Véronique pour ce message. Et donc elle te demande, j'aurais aimé savoir qu'est-ce qu'une mauvaise pensée pour l'Ayurveda et comment le médecin ayurvédique aide les êtres qui ont ce type de pensée. Non, c'est très important. Donc c'est toutes les livres. Une très bonne question. Tous les livres de yoga commencent par une prière pour Bouddha. C'est-à-dire, Bouddha, c'est le médecin. Donc, il a compris que la souffrance, ça vient de désir. Quand on a le désir, et ça provoque la souffrance. Et qu'est-ce que c'est le désir? Le désir, c'est la révélation d'un manque. Mais manque de quoi? Manque de connaissance de soi. Donc, quand je ne sais pas qui suis-je, et ça pose des soucis. Parce que je ne peux pas agir. Je ne peux pas vivre si je ne sais pas qui suis-je. Donc, qu'est-ce qu'on fait? En général, au lieu de chercher quelle est la nature véritable de l'être,
on va se prendre pour le corps, on va se prendre pour nos pensées, mes croyances, etc., etc. Et on va fabriquer une image de soi à travers le passé et nos émotions, nos peurs, etc. Donc, on va créer une sorte de masque qu'on appelle l'ego. Et à partir de ce moment-là, l'individu se sent séparé du reste du monde et il va avoir un comportement intérieur, un comportement par la parole, un comportement avec le corps. Donc, dans ces trois, il y a des sources, selon Ayurveda, la maladie est provoquée par ces trois sources. Donc, première source, c'est la pensée. Mais qu'est-ce que c'est la pensée? La première chose à comprendre, que la pensée est basée sur la connaissance. La question, est-ce que j'ai une connaissance juste? Est-ce que le point de vue que j'ai par rapport à la vie, par rapport à soi-même, est-ce que c'est juste? Est-ce que j'ai une vision de la vérité? Quand je n'ai pas une vision de la vérité, et là, toutes mes pensées vont être erronées. Quelle est la pensée erronée? Ça veut dire je me prends pour quelqu'un que l'autre est séparé de moi. Là, c'est une pensée dualiste. Et cette pensée dualiste va provoquer une série de pensées, des paroles et puis des actions. Donc, une pensée qui peut faire du mal aux autres parce que c'est basé sur l'ignorance que l'autre, c'est quelqu'un d'autre. Donc, je vais penser que l'autre, je m'en fous de l'autre. Là, c'est une pensée qui est mauvaise. Alors, pourquoi c'est mauvaise? C'est un contradiction avec ce qui est la vérité. Donc, quelqu'un qui pense de faire du mal aux autres, ça provoque la maladie. Ça suffit de penser que les autres, je veux que les autres souffrent immédiatement, ça provoque des maladies en soi. Donc, le yoga et l'Ayurveda dit la même chose, c'est-à-dire tout est un. Et donc, quand notre activité physique et mentale et également au niveau de la parole, si ce n'est pas un lien avec la vérité, ça provoque la maladie. Donc, maintenant, la question, c'est comment on peut aider. Le yogi va donner un enseignement, il va donner des postures, il va donner des disciplines à pratiquer, mais ce n'est pas applicable pour tout le monde. Quelqu'un qui est malade, on ne peut pas lui parler de la philosophie. Si quelqu'un dit ok, moi je souffre, et que le docteur dit si vous souffrez, c'est normal parce que vous entretenez des mauvaises pensées. Mais la personne qui est dans l'état de souffrance et n'est pas capable d'entendre ça, il va se fâcher. Et donc, le médecin ayurvédique qu'on appelle le Vaidya, il va proposer un traitement. Ça va commencer par la nourriture équilibrée, le nettoyage de notre côlon, nettoyage des diverses formes de nettoyage, comme on appelle le panchakarma. Donc, d'abord, on va donner ou regagner son équilibre physique et mental à travers des interventions. Intervention, ça peut être un massage, ça peut être des plantes qu'on va prendre, tout ça qui va aider l'individu de retrouver suffisamment de paix intérieure. Et à partir de cela, que le médecin peut lui conduire vers une prise de conscience intellectuelle. Donc, quelqu'un qui pense mal, c'est normal, quelqu'un qui souffre, il pense mal. Et ça va ensemble. Et donc, le docteur, d'abord, il va donner une solution
facile. Par exemple, il va dire, vous allez prendre tout le matin un petit peu de miel avec des curcuma, avec un petit peu de gingembre, etc. Ou il va proposer des divers traitements. Et après, il va introduire des dysfonctionnements de la pensée pour qu'il développe une prise de conscience. Donc, karma, c'est des traces des actions erronées et des pensées erronées. Donc, chaque individu s'enferme par des impacts néfastes de ses propres pensées erronées. Donc, cette prise de conscience peut arriver d'abord par une purification physique et une alimentation, un art de vivre. Dans pensée erronée, juste pour compléter un peu, peut-être, tu donnais en exemple penser du mal de quelqu'un. Alors là, c'est extrême, mais enfin, c'est extrême et ça arrive, hein, bien sûr. Mais est-ce que penser du mal de soi, bien sûr, tu vois, il y a des pensées parfois. Est-ce qu'il y a des, je sais pas si on peut parler de hiérarchie de mauvaises pensées, mais tu vois, on peut vraiment souhaiter du mal à quelqu'un. Est-ce que c'est comparable à enfin, je sais pas si c'est comparable le mot, mais tu vois, est-ce qu'il y a des différentes pensées, des pensées de jalousie ou des pensées quand on n'est jamais satisfait de soi, par exemple, qu'on est vraiment dans un perfectionnisme. Là aussi, on touche le karma lorsqu'on n'est pas satisfait de soi, par exemple. Aussitôt que nous sommes ignorants de la vérité et tout ce qu'on fait, c'est erroné. D'accord. Donc, ça va produire des mauvaises karmas. Mmh. Mauvais karma, ça veut dire qu'il va produire des effets néfastes au niveau physique et psychique. Oui, oui. Donc, penser erronée, c'est un vaste sujet. Oui, bah Déjà, oui, parce qu'on peut mettre beaucoup de choses à l'intérieur. déjà se prendre pour le corps. Hein? Et si je me réduis à mon apparence physique, déjà, je suis en train de faire une injustice vis-à-vis de moi-même. Mmh. Et quand je regarde le miroir et je me dis, ouais, ça va pas, je suis comme ça, je suis un peu ridé. Et là, je suis en Mmh. train de m'insulter. Parce que, Mmh. parce que c'est comme si on disait du mal à quelqu'un à travers la voiture qu'il a, son véhicule. Donc, quelqu'un qui a un véhicule qui est cabossé, on dit, bon, le monsieur, il est pas très beau. Mais en fait, on a fait une erreur entre son véhicule et lui. Et c'est la même Mmh. chose qui peut se passer sur soi. Donc, Mmh. pour éviter, si on a besoin, vraiment travailler pour une véritable connaissance de soi. Ça, c'est Mmh. le vrai travail, mais quelquefois, l'Ayurveda peut aider, faciliter. Mmh. D'accord. Patricia qui rebondit sur ce que tu dis et qui dit c'est très quantique comme approche. Nous sommes intriqués et non localisés. Ouais, tout à fait. C'est vrai parce que la physique quantique démontre que le monde est influencé par nos pensées. Donc, les particules changent ses comportements dans la présence de témoins. C'est-à-dire, quand on pousse notre recherche jusqu'au bout, on va comprendre que l'objet de perception et celui qui perçoit ne sont pas deux entités différentes. Même si le scientifique reste extrêmement neutre, sa présence va influencer le comportement des particules. Mmh. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le monde que nous vivons, c'est notre création. Mais ça devait vraiment éclairer si vous vivez quelque chose, une maladie, et nous avons créé. Et donc, nous sommes capables de le guérir. Mmh. Oui, oui. Franck te demande, alors il rebondit sur ce que tu viens de dire. Oui, mais les lois de la physique quantique sont pour les particules élémentaires. Donc il rebondit là-dessus et il te demande quelle est la définition de la vérité dans l'Ayurveda? Tu parlais de vérité. Oui. Premièrement, c'est quelque chose qui ne change pas, c'est vrai.
Alors, est-ce que tu as des exemples à chaque fois pour essayer de nous illustrer un peu si c'est plus flou pour certains d'entre nous? Qu'est-ce que c'est qui ne change pas dans le monde? Ouais. Donc, dans le bouddhisme, on dit tout change. La seule chose qui ne change pas, c'est le changement. Et dans l'hindouisme, qui est la base de yoga et l'ayurveda, tout change sauf celui qui regarde. Donc, pour voir le changement, on a besoin d'un point de vue qui est au-delà du changement. Donc, la seule chose qui ne change pas, c'est soi. Le témoin ne change pas, mais l'objet qu'il voit change. Donc, nous sommes en vrai, c'est un principe éternel. Mais ça, c'est une grande prise de conscience. Ça ne vient pas facilement. Donc, ça, c'est la quête spirituelle qui peut révéler cela. Oui, c'est un cheminement de trouver la vérité dans l'Ayurveda. Voilà, c'est pas quelque chose qui se décrit aisément et surtout pas qui s'atteint. Il y a un peu de chemin à faire. C'est pas vraiment un peu chemin, c'est tout en recherche de l'harmonie et la paix à l'intérieur de soi et l'équilibre. Et l'Ayurveda parle beaucoup, donc l'équilibre, c'est fondamental. Donc l'équilibre de Vata Pitta Kapha, c'est-à-dire les énergies de la vie, et tout soit équilibré pour pouvoir atteindre cette perception de ce qui est. Ça, c'est l'Ayurveda voit comme ça. D'accord. Et après, bien sûr, la vérité personnelle, chacun sa vérité, tout ça, ce qu'on dit souvent. Mais pour un besoin de quelqu'un qui souffre, donc l'Ayurveda, c'est pour des gens qui souffrent ou qui ne veulent pas souffrir dans l'avenir. Donc pour eux, qu'est-ce que c'est qui est important? C'est d'avoir une prise de conscience sur quelque chose qui est stable, suffisamment stable pour qu'on puisse poser notre âme. C'est ça la vie. D'accord. C'est une notion subtile. Très bien. Merci Akarshi. Franck, j'espère que voilà, ça éclaire un petit peu votre question et puis voilà, n'hésitez pas à compléter si vous en avez le désir. Je te propose, Akarshi, de continuer avec la question de Françoise qu'elle nous a laissée sur le forum. Bonsoir, Monsieur Sarvat Mamitra. Elle nous salue à tous. Lumineuse et harmonieuse année 2023 à tous. Merci beaucoup, Françoise. Namasté et Akarshi pour la présentation de ce dossier. Je m'intéresse à l'Ayurveda depuis peu. J'ai visionné un petit film, Mon Docteur Indien, que nous pouvons revoir sur YouTube. Donc, merci pour ce tuyau qu'on pourra regarder si l'envie est là. Il retrace l'histoire d'un médecin français et d'une de ses patientes pour laquelle l'Ayurveda a fonctionné, là où la médecine allopathique échouait. Ce documentaire illustre la vision occidentale des choses et le point de vue ayurvédique. Ce qui est riche dans cette philosophie de vie, c'est qu'elle prend l'homme dans son ensemble, corps, âme, esprit. Pouvez-vous expliquer ce qu'est l'ojas? Je ne sais pas comment on prononce. L'ojas. Alors, donc, pour ça, on a besoin de parler un petit peu de l'Ayurveda. Ojas, on est là pour ça. Ojas et Tejas se sont évoqués ensemble. Ojas, c'est psychophysique et Tejas, c'est spirituel. Donc, il y a deux choses. Quelqu'un qui a une bonne santé, peut avoir une sorte de bonheur physique et mental. Il a de l'énergie et tout se passe bien pour lui. Ça, c'est Ojas. Un peu plus près pour comprendre. Moi, je mange. Quand je mange, je prends l'énergie qui vient de plantes ou si on est non végétarien, c'est des animaux. Donc, cette énergie du soleil est stockée dedans. Et quand j'absorbe, il y a le processus de digestion. Et à travers la digestion, cette énergie va d'abord passer dans le dadu, qu'on appelle rasa. C'est le lymphe. Et de lymphe, ça va passer au sang.
Donc, chaque étape, il y a une transformation. Donc, la nourriture, donc le soleil, la lumière, l'énergie du soleil. Donc, d'abord, c'est la nourriture. La nourriture va entrer dans notre système, dans la lymphe, dans le sang, et puis le sang qui va développer la chair, le muscle. Le muscle va développer. Donc, chaque fois, il y a une forme de transformation et sublimation. Et les métas, après, c'est la graisse. La graisse et l'os et les moelles et le tissu reproductrice. Donc, les 7 dardos, c'est 7 phases de développement et ça finit par le spermatozoïde et les ovules. Et l'ensemble de notre corps, des organes de notre corps, pour se reproduire. C'est-à-dire, la vie qui est dans mon corps, à un moment donné, à travers la transformation, qui va quitter ce corps pour pousser ailleurs, dans un autre corps. Donc, la vie, en fait, c'est une transformation continuelle d'un corps à un autre. Donc, dans cette transformation, ce qui se passe, il y a une transformation d'énergie. Quand toutes les différentes transformations se passent bien, là, il y a Ojas. Donc, pour avoir Ojas, il faut avoir une alimentation correcte. Donc, c'est-à-dire, on va manger. Donc, le docteur qui va nous donner la recette. Quelqu'un qui n'a pas de Ojas, ça veut dire il est un petit peu déprimé, pas d'énergie, il dort pas bien, ça va pas, il y a plein de bobos, tout ça, c'est les symptômes de manque d'Ojas. C'est quelqu'un qui a l'Ojas, qui rayonne, qui est dynamique, qui est heureux spontanément, donc qui vit vraiment, c'est des bons vivants. Et là, ça c'est Ojas, il a beaucoup d'énergie. Parce que tous les systèmes fonctionnent bien. D'accord. C'est un indice de santé. Ça, c'est Ojas. Mais de l'autre côté, il y a Tejas. Tejas, ça vient de l'être. Peut-être je suis malade, mais mon esprit est vif. Mon âme est heureuse par la connaissance de soi. Là, ça, c'est énergie spirituelle qui va aider l'individu à être bien. Donc, il y a 2 formes d'énergie qui arrivent, Ojas et Tejas. Donc, je vous souhaite d'avoir les 2. D'avoir cet équilibre entre les 2. Mais merci pour cette explication. Patricia rebondit. Alors, Patricia, elle a toujours tout vu. Elle a toujours tout lu, tout vu. Donc, j'ai vu ce film et connais le médecin. Malheureusement, pas d'écho à son retour. Ouais, pas forcément. Moi, je connaissais pas ce documentaire, ce petit film. Donc, merci encore Françoise pour voilà cette proposition. Puis merci à Patricia de rebondir là-dessus. Patricia te dit, si tout part du soleil, cela expliquerait pourquoi certains ne se nourrissent que du prana. Nous sommes tous en train de se nourrir par le prana. Hein. Donc, prana, c'est le véhicule de la vie. Prana, il faut savoir ce que c'est. Donc, qu'est-ce que c'est qui décide que tous les atomes, toutes mes cellules restent ensemble? Donc, aussitôt que le prana quitte mon corps se désintègre. Toutes les molécules, tous les atomes partent ailleurs. Donc, il y a une force qui va me tenir tout le temps, qui me donne l'intégrité de mon corps. Ça, c'est prana. Le prana est dans mon corps et aussi dans l'univers. À ma naissance, le prana cosmique qui va rentrer à l'intérieur. Donc, la première chose que l'enfant fait en venant au monde, il fait un inspire. Mais cet inspire, c'est pas le bébé qui fait cet inspire, c'est l'univers se propulse avec une incroyable force. C'est les poumons se déploient. Mais cette énergie, ça c'est l'énergie cosmique et ça ne quitte pas jusqu'au dernier jour. Donc, prana, il y a 2, qui est dans mon corps et dans l'univers. Et c'est ça, c'est prana dans l'univers, c'est ça qui fait tourner la Terre, fait briller le soleil. Donc, l'univers vit.
grâce à prana d'univers. Donc, bien sûr, le prana permet d'absorber l'énergie du soleil. Donc, on peut vivre, bien sûr, avec la lumière. C'est pas comme une plante, le chlorophylle qui absorbe, mais en réalité, ce qui se passe, notre corps est déjà absorbé énormément d'énergie. Et c'est le yogi, en fait, il apprend à éviter de gaspiller l'énergie. Parce que quelqu'un qui pense dans le vide, il dépense beaucoup d'énergie pour rien. Donc, quand il y a l'apaisement intérieur, et la perte d'énergie réduit. Donc, une personne, quand on parle souvent, donc il y a beaucoup de documentaires qu'on connaît, il y a beaucoup de gens a compris qu'en fait, on peut vivre sans boire et manger. Et c'est des pratiques, mais c'est réservé pour des gens qui sont avancés spirituellement, parce qu'ils savent très bien comment apaiser l'esprit et puis absorber par l'air, l'eau et tous les nutriments nécessaires pour le survie du corps. Oui. Mais ce n'est pas des individus qui travaillent physiquement très dur. Il faut que l'individu soit en méditation, en repos, pour pouvoir réduire ses besoins. Et il est tout à fait possible de vivre longtemps aux conditions qu'on sait comment éviter de perdre de l'énergie. Oui. On a une question sur le prana, ce n'est pas la respiration? Alors ça, c'est la respiration, c'est le signe extérieur le plus grossier de prana. Le prana, c'est encore plus subtil. Je respire. Et cette respiration, donc, qu'est-ce que c'est qui a provoqué ce mouvement? J'inspire. À un moment donné, je ne peux plus continuer à inspirer. Et donc, j'expire et à la fin de l'expire, je ne peux plus continuer à expirer. Il y a une limite. Donc, cette alternance est provoquée par une force cosmique. C'est une force cosmique. Et on peut intervenir, mais pas trop. C'est-à-dire, pour parler, le prana, le souffle, me permet de prononcer les mots. C'est le signe extérieur, la respiration. Et donc, le prana, c'est beaucoup plus subtil parce que c'est ça qui va déterminer tous les métabolismes dans les cellules. Donc, il y a 5 formes de prana. Prana, apana, samana, udana et vyana. Donc, prana, tous les mouvements vers le haut dans le corps est appelé prana. Et apana, c'est le mouvement vers le bas. Samana, ça équilibre. Udana, ça se transforme. Et vyana, ça se repend partout. Donc, ça, c'est les 5 principaux. Et quelquefois, ça fonctionne pas bien. Donc, Ayurveda s'intéresse énormément sur les diverses problématiques du prana et du vayu. Donc, ça, c'est de plus en plus technique. Ça devient de plus en plus technique. D'accord. Non, mais c'était bien de faire cette précision. Merci pour cette question. Parce que c'est vrai que le prana, on peut peut-être plus en Occident, mais souvent l'associer à la respiration. Donc, c'était bien que tu nous réexpliques que c'est beaucoup plus subtil que ça. Oui, c'est vrai qu'on fait le pranayama, par exemple, dans le yoga. Oui. On respire par narine droite, gauche et tout ça. Au début, on passe par là. Et une fois que notre attention devient de plus en plus aiguisée, on devient capable de contrôler le prana véritable. Et le jour qu'on arrive à contrôler le prana véritable, on peut vivre éternellement. C'est-à-dire, on peut contrôler les fonctionnements de notre corps. On peut contrôler le battement de cœur, on peut contrôler le vieillissement. Ça veut dire il y a beaucoup de maîtrise
sur le fonctionnement biologique du corps. Un vrai outil de longévité, le souffle. Franck te demande quelle est la conception de la mort dans l'Ayurveda. La mort n'existe pas. Et ça, c'est une idée que nous avons entretenue depuis très longtemps. Et les poètes qui ont glorifié, quand on étudie l'histoire, qu'on parle de nombre de morts pendant les guerres, donc nous sommes élevés dans la peur de la mort parce que je crois que c'est par erreur de se prendre pour le corps. Donc, la mort n'existe pas. La mort, ça veut dire arrêt. Il n'y a rien qui s'arrête. Tout est en mouvement, donc tout est vivant. Mais la disparition de notre équipement humain extérieur, qui est rien d'autre qu'un capteur de sensations et des actions, mais l'acteur véritable, c'est autre chose, qui est éternel. Donc le corps, c'est uniquement un outil. Donc si ma voiture tombait en panne, ça ne va pas dire que mon chemin s'arrête. Ce n'est pas la fin de moi-même. Donc ça donne, donc ce que je suis en train de dire, c'est dans le corps éphémère, il y a quelque chose qui est éternel. Le corps transforme, ça a été toujours comme ça. Donc imagine donc les deux demi-cellules de nos parents qui sont rencontrés, et donc quelque part j'ai existé dans le corps de mes parents. Et donc je commence physiquement au début de la vie. Et donc je continue également mon existence à travers mes progénitures. Donc la mort n'existe pas. Mais par contre, il est important de le réaliser. Et accompagner par contre dans le yoga, dans l'Ayurveda, c'est comment vieillir joyeusement. Oui. Comment accompagner le corps dans des différents états de développement. Au moment de l'automne, si les feuilles qui sont changer les couleurs, si ça tombe pas, c'est un dysfonctionnement. C'est-à-dire la mort, ce qu'on appelle la mort, c'est quelque chose de nécessaire. C'est même vital. Oui, dans le corps, il y a un phénomène qui s'appelle l'apoptose, qui est une mort des cellules programmées. Donc, oui, complètement. Ça fait lien. Oui. C'est quitter son corps, c'est un acte d'amour. Imagine si toutes les personnes qui sont nées sur Terre, ça élève vers 250 milliards d'individus depuis l'apparition de l'Homo sapiens. Imagine s'ils sont tous là encore. Ça ferait du monde. Donc la mort, ce n'est pas une maladie. La mort, c'est quelque chose de naturel. Donc à un moment donné, c'est très juste que le corps est recyclé pour que la vie qui est à l'intérieur continue sa route à travers un autre corps. Merci Karchi. Patricia, merci beaucoup. Patricia vous a mis le lien pour voir le documentaire. Le documentaire, je relis le nom pour ne pas écorcher, qui s'appelle Mon docteur indien. Voilà, donc merci Patricia pour le lien, c'est sur Vimeo. Alors, ce présent ce soir, vous pouvez cliquer sur le chat. Pour ceux qui regarderont le replay, je vous invite à aller sur Vimeo, peut-être à taper Petit Indien, parce que c'est une longue adresse avec des numéros. Je vais pas vous la donner là, mais Vimeo ou YouTube, je crois, comme nous disait Françoise. Donc, merci à toutes les deux. Je te propose de continuer avec les questions, des questions qu'on a reçues par mail. Donc, Nicole, qui te remercie pour le dossier qu'elle a beaucoup apprécié. Elle te demande ce que l'Ayurveda conseillerait pour traiter l'arthrite. Elle te remercie. Je découvre réellement cette médecine ici. Merci pour ce dossier. Alors, donc, si vous avez la possibilité de rencontrer un bon médecin ayurvédique, il va conseiller le sensu. Les sensus, d'accord.
pour l'arthrite. Tout ce qui est arthrite, arthrose, d'accord. C'est-à-dire le venin, c'est un anticoagulant qu'il injecte avant de sucer les sangs. Et ce produit qu'il injecte, ça guérit. Donc ça, c'est une solution, mais ce n'est pas que ça. Donc si vous avez un problème comme cela, c'est bien de rencontrer le docteur. Il va vous conseiller une étape de traitement et que je suis sûr, on peut, parce que le docteur qui m'ont dit déjà, on peut même rattraper 10 ans d'usure des articulations. Par 10 ans d'usure. Oui. Incroyable. Oui, donc ça vaut le coup. C'est-à-dire, c'est de consacrer 3 semaines pour bien nettoyer le corps, parfaitement dans l'état de repos, avec une alimentation, avec des plantes, avec la sudation, la purge, etc. Les cartilages repoussent. Les cartilages repoussent. Bon, mais ça, tu vois, c'est assez nouveau parce que ouais, c'est pas forcément des notions qu'on peut avoir. Donc, d'accord. Tu sais quoi, je vais faire le lien et je vois vos questions. Hein, je reviens sur vos questions. Il y a des questions qui arrivent sur le sujet dont tu parlais juste à l'instant sur la mort et le concept d'âme. Donc, je reviens sur vos questions dans un instant. Mais on a une question de Charles qui fait le lien parce que tu es en train de parler du fait des purges et de tout ce qu'on peut faire. Et lui, il te demande, parce qu'il parle des étapes de purification, si tu conseilles de les faire seul ou d'être plutôt accompagné, donc comme par un médecin par exemple, ou dans un centre. Et il te dit, et si oui, quel centre conseilleriez-vous? Alors il te demande si toi tu le proposes à Decazeville. Mais tu vois, par exemple, ce que tu donnes avec les sangsues, bon, c'est pas évident à trouver. Si à Paris, il y a des gens qui pratiquent. À Paris, d'accord. Et Alors, un peu officiellement, enfin, je veux dire, on peut trouver sur des sites ou oui, même dans la médecine moderne, il y a l'utilisation de sangsues. Par exemple, d'accord. quand on fait des greffes, donc pour enlever les sangs sans traumatiser les cellules, donc on utilise le sangsues dans la médecine moderne. Donc, D'accord, bah, tu vois, ce n'est écoute, ce très n'est pas bien. quelque chose, pas pensé comme archaïque. Non, 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 pas archaïque, mais pas forcément quelque chose qui pouvait être sur Internet, par exemple. Donc, oui, on peut trouver sur Internet en tapant médecin qui pratique l'utilisation des sangsues. On peut trouver ça, voilà, à Paris, il y en a. Exactement. C'est Super. le médecin moderne, hein. Il utilise Ouais, le ouais, médecin ayurvédique. Mais d'accord. peut-être il ne dit pas c'est ayurvédique. Mais Ouais, ça, d'accord. ça arrive. Bon, Et, très bien. Donc là, il y a une partie de la question. mais par contre, écoutez, c'est avec la santé, on ne peut pas improviser. Mais art de vivre, oui. Bien manger, bien pratiquer le yoga, etc. Il y a pas mal de choses que le yoga, Ayurveda peut donner. Mais par contre, une cure de panchakarma, ça Oui, ne se pratique pas seul. voilà, Vous, d'accord. vous devez rencontrer d'abord un médecin, euh, après avec toutes les facilités. Donc, il faut avoir toutes les facilités. Facilité, ça veut dire que ce n'est pas uniquement matériel. Donc, on a besoin d'un lieu pour pouvoir habiter en dehors de toutes les agitations et un Mhm. encadrement par le médecin et aussi des masseurs et toute l'équipe autour, les médicaments et tout ça. Donc, il faut aller dans son centre sous la direction d'un médecin qualifié et expérimenté. Qu'est-ce D'accord. que je Alors, peux proposer? Il y a voilà. de toutes sortes. Si vous tapez, vous allez trouver principalement tous les lieux touristiques. Donc, en général, en Inde, maintenant, c'est devenu vraiment un must. Donc, tous les lieux touristiques, il y a des soins ayurvédiques, mais souvent, ça se réduit à un simple massage. Oui, mais là, c'est pas ce qu'on veut. Ouais. Donc, après, vous avez le choix d'aller à un hôpital ayurvédique traditionnel.
On est toujours en Inde, là, on est d'accord, hein? Je parle de l'Inde. Donc, D'accord. vous pouvez aller dans un hôpital ayurvédique traditionnel. Là, vous êtes pris en charge comme si vous allez dans un hôpital. Vous êtes enfermé dans une pièce. Maximum, vous avez une télé. Voilà, vous n'avez pas le droit de sortir. Pendant ce temps de cure, vous êtes enfermé. Ça, c'est la façon traditionnelle de la cure. Et moi, j'avais décidé d'être entre ces deux extrêmes. Donc, moi, ici, j'ai une clinique, mais je propose le yoga adapté et des petites sorties alentour. Donc, des gens pour avoir quand même une vie sous la direction de docteur et pas trop d'activité, mais c'est quand même entre ces deux. C'est pas un phénomène touristique, ce n'est pas non plus la rigueur extrême des hôpitaux traditionnels. Donc, c'est mon centre, mais après, bien sûr, il y a énormément de lieux que vous pouvez trouver en Inde, au Kerala ou ailleurs. À Decazeville, alors, j'allais te dire, alors ça, c'est si on veut le faire en Inde. Bon, si on veut le faire en Inde, presque autant on est sûr en te connaissant, moitié-moitié. Si on veut être rassuré avec quelqu'un qui parle le français, autant aller dans ton centre Maitri Mandir. Voilà, bon, par sécurité, pour être sûr que voilà que tout se passe bien. Donc ça, c'est pour l'Inde. Si on veut aller en France, parce qu'il y a des questions, même sur les instituts par rapport au Sansu, tu vois, tu as des questions. Est-ce que tu en connais à Lyon? Est-ce qu'il y a des instituts sérieux à Paris? Est-ce que tu aurais même des noms? Et voilà, et des centres. Donc, tu parlais de Decazeville. Est-ce que tu proposes ça à Decazeville, par exemple? Decazeville, nous sommes limités parce que le docteur, on n'est que par Zoom. Donc, nous sommes limités pour faire un véritable cure, mais c'est possible. D'accord. Donc, il est possible de faire toutes ces étapes de purification dont tu parlais, le Panchakarma. Ça, c'est sous mes directions, mais il y a un docteur en distance. Voilà, d'accord. Donc déjà, il y a cette possibilité à Decazeville, dans le centre que tu proposes. Par rapport au Sansu, est-ce que tu as un institut sérieux à Paris à conseiller, à recommander? Patricia demande, à Lyon, autour de Lyon? Je n'ai pas les coordonnées tout de suite, mais je dois chercher. Moi, vous pouvez aussi chercher sur Internet. Donc, je n'ai pas un nom à vous donner tout de suite. Voilà, d'accord. Oui, on peut chercher sur Internet, effectivement. Mais la question, c'était plus si toi, tu avais un centre par tes connaissances, par un réseau, peut-être un centre particulier que tu recommanderais. Non, je ne veux pas prendre ce risque. D'accord, d'accord. Où es-tu en Inde? Est-ce que tu pourrais peut-être l'écrire? Parce que parfois, avec les prononciations, comme ça, on pourra bien voir. Et le nom d'où tu es. Oui, bon, le Kerala, oui, là, ça va. Et tout à l'heure, tu m'as donné le nom de la ville où tu es et peut-être la ville la plus proche. Et voilà, Trivandrum. Trivandrum. Sinon, on écrit aussi comme ça. Parce que maintenant, nous sommes en train de indianiser toutes les villes. D'accord. Ok. On a le nom de la ville. D'accord. Oui. Et donc voilà, pour un centre à Paris, il faut se renseigner. Mais voilà, comme tu n'es pas forcément toujours en France, tu ne veux pas t'engager sur un centre comme tu es moitié-moitié. Voilà, pas forcément s'engager sur un centre. Tu t'engages sur Decazeville où tu es le fondateur, créateur et donc tu sais exactement ce qui s'y passe. Voilà, pour le reste,
voilà, peut-être regarder les avis, surtout, ouais, c'est important les avis, le retour en fait des gens, l'expérience. Dans le Kerala, oui, c'est bien ça, André. C'est dans le Kerala que se situe Ekarchi. Bon, très bien. Patsa te demande si les sangsues fonctionnent pour toutes sortes d'inflammations. Non. Non, d'accord. Donc là, on parlait de l'arthrite. Donc pour arthrite, arthrose, c'est OK. Pas pour toutes. Non. D'accord. Très bien. Alors, on va continuer avec d'autres questions. Bah, du coup, on en a fait deux en même temps, donc il nous en restera deux. Je te propose de rebondir par rapport à ce que tu disais là sur le concept d'âme. Franck te demande s'il y a un concept d'âme. Tu parlais de la mort tout à l'heure. C'était des questions qui sont arrivées au moment où tu parlais de la mort. Chaque civilisation a inventé des concepts en fonction de leurs limites. Donc, âme, c'est une idée d'une entité dans le corps qui va transmigrer. Chez nous, on parle de la conscience de base. Donc, c'est le témoin qui est la pure conscience, qui est au-delà de tout changement. Donc, chez nous, nous n'avons pas la même idée. Mais par contre, on a le corps physique, le corps subtil et le corps causal. Donc, il y a des terminologies qui sont différentes. Par exemple, quand je dors, je rêve. Quand je rêve, j'ai un autre corps. Avec ce corps, je peux faire pas mal de choses. Je peux marcher, je peux voler, je peux avoir toutes formes d'expériences. Donc, j'ai deux corps. Donc, ça, c'est une expérience pour tout le monde. Mais quand le corps physique disparaît, et toutes mes expériences sont réduites à un corps causal qui peut aller vers un autre corps. Donc, c'est des corps, des mouvements du corps. Ça peut être vu comme mes expériences et transmis d'une façon directe ou indirecte à mes enfants. On peut regarder extérieurement ou par intérieur, d'un autre point de vue, c'est-à-dire, je vis une vie, j'ai expérimenté pas mal de choses, mais je ne vais pas arriver au bout de tous mes objectifs et je meurs avec les frustrations. Et ces frustrations, c'est une énergie. Et cette énergie va provoquer une autre incarnation. Donc, cette continuité d'incarnation durera jusqu'au qu'il y a zéro désir. Le jour que tous les désirs sont disparus, il n'y a plus d'incarnation. Donc là, c'est la sortie de samsara. C'est l'accomplissement total. Donc, il y a deux choses, le corps et la conscience. La conscience n'a pas de frontières et ça change d'état quand il est dans le corps. Par exemple, maintenant, nous sommes dans un état de veille et après, on va rêver, on va dormir dans un état de sommeil profond et après, on redevient. Donc, ces trois états de conscience, ça, c'est quelque chose qu'on vit régulièrement, tous les jours. Sur 24 heures, on alterne. Donc, ça, c'est les différentes modifications de la conscience parce que nous sommes cette conscience qui est dans le corps. Mais quand nous n'avons pas le corps, dans ces cas, la conscience reste libre. C'est sans commencement et sans fin, sans transformation. C'est la conscience. On appelle Atma. C'est pas âme, mais c'est Atma. D'accord. Comme mon nom, hein, Sarva Atma. Oui. D'accord. Donc voilà, il y a des subtilités dans ce que tu décris sur le concept plus occidental qu'on peut avoir le concept d'âme. D'accord. Véronique te demande, pour l'Ayurveda, quel est le but de la vie? C'est une large question. Il y a 4 buts pour la vie. Premier but, c'est de savoir qui suis-je. Le deuxième but, c'est
de trouver sa fonction et sa place dans la société. Le troisième but, c'est épuiser nos désirs, vivre des expériences. Et le quatrième, le dernier, c'est la liberté. D'accord. Bon, et on coche. On coche les cases. Très bien, merci. Patricia qui rebondissait par rapport à ce que tu disais, la maladie me semble non naturelle, même si la mort est un acte d'amour, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Je te propose de continuer avec les questions. Oui. Il en reste 2, donc voilà, si vous avez des dernières questions à poser, n'hésitez pas, et puis on va permettre à Ekarchi d'aller se coucher. Lucille te dit merci pour ce dossier. Vous ne parlez pas du ghee dans le dossier. Pensez-vous que ce ne soit pas un aliment ayurvédique santé? Je n'ai pas parlé de beaucoup de choses. Hein. Donc, Ayurveda, c'est extrêmement vaste. Oui. Bien sûr, donc on ne peut que trouver un petit parfum, un échantillon de l'Ayurveda. Hein. Donc, oui. En fait, c'est un aliment qui est très à la mode en ce moment en France. Et donc voilà, c'est peut-être pour cette raison que Lucie le fait écho à… C'est le gras le plus digeste, le plus facile pour le corps de la personne. Donc, lait, peut-être ça pose des soucis. Yaourt, ça pose des soucis. Mais le beurre, ça pose des soucis. Parce que ces trois ne sont pas stables. Lait, on ne peut pas garder longtemps. Yaourt, donc lait fermenté, on ne peut pas garder longtemps. Le beurre, c'est rien, on ne peut pas garder longtemps. Mais par contre, une fois que le beurre est chauffé, d'une façon très progressive, donc il y a une manière de le faire. Oui. Après, ça devient stable, ça peut conserver des siècles. Ah oui, et à l'extérieur. À l'extérieur. Sans le mettre au frigo. Oui, j'en fais de temps en temps et c'est vrai. Et ça, c'est le gras. Si vous cuisinez au beurre clarifié, ça sera beaucoup mieux que tout autre gras végétal que vous pouvez utiliser. Premièrement, ça ne transforme pas en chauffant. Parce que certaines huiles, si vous chauffez, c'est plus bon. Donc, leur composition moléculaire va changer. Et donc, le point de chauffe. Oui, le fameux point de chauffe qui arrive assez rapidement, qui est assez bas. Alors que là, pour le ghee, il est très haut. On peut cuire à haute température. Et même en cru, il est délicieux. C'est un petit goût de noisette excellent. Moi, je conseille en fait toutes les personnes éviter d'utiliser le beurre. Utiliser le beurre clarifié, donc le ghee, pour tartiner le matin. Si vous utilisez le beurre clarifié, donc peut-être au début, on va sentir quand même, le goût n'est pas pareil, mais par contre, c'est un geste pour la santé et aussi écologique. Parce qu'on n'a plus besoin de respecter la chaîne de froid. Donc, il faut garder à l'extérieur du frigo et puis ça se conserve sans problème. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc oui, voilà, effectivement, le ghee, oui, c'est tout à fait un aliment santé, mais voilà, comme tu le disais, tout ne pouvait pas être abordé. Mais voilà, je pense que c'est aussi, comme je le disais tout à l'heure, un aliment très à la mode et qui revient beaucoup sur les réseaux. Et voilà, je pense que Lucie y a fait écho par rapport à ça. Nous arrivons à la dernière question de ce webinaire. Donc, si vous avez des dernières questions à poser à Ekarchi, des commentaires, rebondir sur quoi que ce soit, n'hésitez pas, c'est le moment. Alors, dernière question que nous avons reçue de Hélène qui te dit « Formidable dossier. Je replonge dans l'univers de l'Ayurveda découvert il y a des années, mais dont je me suis éloignée. On m'avait parlé des points Marma. Pouvez-vous les redéfinir ou expliquer, s'il vous plaît? Merci à vous. » Les points vitaux. Ah, les points vitaux. Ah ben déjà, donc ça semble important cette notion. Il y a 108 points vitaux. D'accord. Donc 108e, c'est l'être. Donc dans le corps, il y a des points. C'est pas comme les points d'acupuncture. Il y a des personnes qui cherchent à faire une connexion. C'est parallèle.
Ouais. C'est écouter. Et dans notre corps, il y a des endroits fragiles. D'accord. Par exemple, il y a la fontanelle. C'est fragile. C'est le moment fragile. D'accord. Et dans le cou, il y a plein de points vitaux. Hein. Donc, le corps, en fait, protège toutes ces positions. Parce que si je reçois un choc, ça peut être mortel. Je peux perdre conscience, etc. D'accord. Et Ah oui, donc c'est pas du tout des points à stimuler comme en médecine chinoise, par exemple. ça peut D'accord. stimuler. Ce n'est pas avec une aiguille, c'est les points marma, on peut masser, mais sans trop de force. Ce n'est pas, on va pas comme tension musculaire, on va acharner sur un point et on peut pas faire ça. Donc il y a des points marma et les personnes qui sont experts pour le marma, on appelle les marmani. C'est un peu comme un ostéopathe. Donc il y a luxation, il y a plein de formes de marma. Hein. Donc quand il y a des nœuds de nerfs ou des jonctions des artères ou des articulations, il y a des points comme ça partout. Il y a des points et il y a une façon de soigner et prendre soin à travers le marma. D'accord. C'est toute une vaste science parce que c'est très secrète. Donc, quelquefois, ça suffit. Un petit objet, on peut jeter et ça tombe sur, ça percute sur un point marma. La personne peut perdre la conscience ou on peut même atteindre sur sa vie. Quoi. Donc, c'est important d'avoir une connaissance, surtout pour les masseurs. Donc, les masseurs étudient systématiquement les points marma parce que pour mieux masser, donc on doit faire attention à des différents endroits. D'accord. Oui, dans les arts martiaux, il y en a des points qui sont un peu connus, plutôt alignés ici Oui. ou. Oui, donc bien sûr, c'est les mêmes personnes en fait. Donc c'est lui qui sait faire du mal, connaît également comment soigner. Par exemple, la chute, donc quelqu'un qui tombe et on peut voir quels sont des marmas qui sont touchés et donc on va soigner plus facilement. D'accord, très bien. Et donc 108, donc effectivement, voilà, ils sont nombreux. Bon, ben parfait. Écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup, Ekarchi, pour toutes ces informations. Pour le prochain dossier, on fera attention que tu sois à Decazeville pour faire ce webinaire. Là, ça nous tenait à cœur. En fait, c'est l'Ayurveda. On a bien compris que c'est un accompagnement santé global, complètement holistique et qui se complétait bien aussi avec le dossier de l'hormèse qu'on a eu récemment avec David Tan et le dossier dont je vais vous parler qu'on a la semaine prochaine. Voilà, c'est vraiment une santé globale. Et voilà, c'était bien de démarrer avec ce dossier en ce début d'année pour avoir toutes les clés, les outils en main pour voilà gagner en vitalité. Donc voilà, mais tu étais en Inde, donc bon, merci encore 1000 fois d'avoir répondu présent à une heure avancée de la nuit pour toi et avec une énergie magnifique. Donc vraiment, l'Ayurveda fonctionne. On en a la preuve ce soir. Superbe. Donc, quant à moi, je vous précise que la semaine prochaine, je vous retrouve avec Alain Huyot, un habitué, notre naturopathe préféré, favori, où nous allons parler de l'immunité. Donc, il va être encore complémentaire avec le dossier de ce soir. On veut vraiment que vous passiez un hiver au top. Donc là, ça va être tous les outils santé, la phyto, l'aromathérapie, la nutrithérapie, l'alimentation. Donc voilà, vous aurez toutes les clés pour être au top. Merci beaucoup pour votre présence, pour votre participation. Il y a Véronique qui te remercie, Ekarchi. Merci à vous. André également. Bonne nuit. Oui, on te souhaite une belle nuit, du repos pour l'encadrement que tu as demain. Merci à tous. À la semaine prochaine. Belle soirée. Merci encore, Ekarchi. Merci. Et au revoir. Au plaisir de vous retrouver très vite. Merci Patricia. Merci Françoise. À très bientôt. Belle soirée à vous.